Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèles à Late et Smart durant une heure. On va réfléchir et tenter d'essayer de mieux comprendre l'actualité du moment, l'actualité économique, actualité assez sociétale ce soir. Vous allez voir, puisqu'en premier débat, alors il y a mille façons d'aborder les questions du climat. On va se demander comment accélérer en essayant d'agréger plusieurs actualités. On l'avait évoqué à une ou deux reprises déjà dans l'émission. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale de Total. Total qui a à la fois décidé de changer de nom, s'appelle désormais Total Énergie, puis qui avait soumis son plan d'action climatique à ses actionnaires. Il y avait eu des petites bisbilles, c'est quelques investisseurs qui avaient annoncé qu'ils voteraient contre, mais bon, globalement, la motion est très largement passée. Cette semaine, on a aussi eu un jugement mercredi négatif sur les mêmes questions climatiques, j'y reviendrai, chez Shell, aux Pays-Bas, aux États-Unis, ExxonMobil est aussi sur la défensive, a été aussi à l'occasion de l'Assemblée générale, voilà, un petit peu sur la défensive, sur ces questions de climat. Et puis, là, c'était le pétrole, et puis sur l'éolien, aujourd'hui, la ministre Barbara Pompili a annoncé une accélération du dispositif. Les préfets sont mis dans le coup, il faut qu'ils donnent un plan de couverture, tous les endroits possibles. Bref, voilà. Est-ce que c'est tout ça dans ces différentes directions, c'est la bonne façon de faire et comment l'opinion est suffisamment mûre ou en tout cas prête à tout ça et les conséquences, parce qu'évidemment ça a des conséquences y compris sur les prix demain des produits, on imagine. Ce sera donc notre premier débat. Et puis après la micro-pause dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera là encore, passion française, l'immobilier. On a eu des derniers chiffres, à part Paris qui avait un petit peu baissé et puis c'est reparti. Globalement, l'immobilier en France atteint de nouveaux records, à la fois en termes de prix, également en termes de nombre de transactions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français déménagent, les Français ont envie de bouger, ont envie d'acheter des maisons. On n'a jamais acheté autant de maisons qu'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là encore, comment expliquer tout ça ? Est-ce que c'est à expliquer avec des éléments économiques ou essentiellement sociétaux? Est-ce que c'est ce que nous doit la crise sanitaire, certainement en partie, qu'on vient de vivre, pas totalement terminée? Voilà, ce sera les questions que je poserai à mes deux invités. Qui sont-ils? À ma droite, Frédéric Michaud. Bonsoir. Bonsoir. Directeur des études d'opinion au sein de l'Institut Opinionway. Merci d'être à nos côtés ce soir. Bruno Grandjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur industriel, président du directoire de Redex dans l'industrie. Merci d'être à nos côtés ce soir également. Tout de suite, avant ces deux sujets, une petite question apéritif. Il va être question en l'espèce de ce qui va se passer à partir de dimanche, porte d'Auteuil à Paris. Porte d'Auteuil, donc à Paris, et d'ici les 36 heures, c'est le début de Roland-Garros, l'édition 2021 de Roland-Garros. Un nouveau, entre guillemets, Roland-Garros, nous dit le quotidien des Échos, à haut risque, en plein déconfinement. À haut risque, pourquoi ? Déjà parce qu'effectivement, on a une logique de public limitée, mais globalement, c'est quand même beaucoup mieux que l'année dernière. Trois chiffres, 119 000 billets sont appelés à être commercialisés pour cette édition 2021. L'an dernier, c'était quasiment rien, 15 000. Et l'année précédente, en 2019, normal, 500 000. Donc voilà, on n'est pas encore, on est loin d'être à pleine jauge, évidemment, à Roland-Garros, d'où cet enjeu, effectivement, un petit peu à risque, compte tenu de ce déconfinement progressif que l'on vit, avec deux nouveautés qui vont un petit peu ensemble. L'édition de Roland-Garros, il y a eu des travaux, le cours désormais peut être fermé, donc ça c'est bien pour la pluie, il peut être éclairé, y compris le soir, y compris tard le soir. Il y aura désormais des nocturnes, et ces nocturnes, figurez-vous que non, ce ne sera pas sur le service public, ce sera sur Amazon Prime que vous pourrez les regarder, ces matchs. C'est l'une des grosses nouveautés de cette année. Pour regarder une partie des belles affiches du Roland-Garros 2021, il faudra être abonné à Amazon Prime, qui est donc le système de SVOD, le service de SVOD d'Amazon, mais qui a une vocation première au départ, c'est d'être une espèce de club de clients, un club de clients d'Amazon, puisque c'est le même système qui globalement vous permet, moyennant une cinquantaine d'euros à l'année, d'être livré gratuitement. Amazon qui est en pleine expansion dans cet univers du divertissement. On le rappelle, il y a 2 jours, c'était l'officialisation du rachat de la MGM à Los Angeles pour un petit peu moins de 9 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de tennis, l'un et l'autre, mais ça vous fait quoi de vous dire qu'il faut désormais
s'abonner à un service de SVOD qui en plus est filiale d'un groupe de e-commerce sur lequel on achète tout et n'importe quoi pour regarder quelques affiches de Roland Garros. Alors déjà, on est content de retrouver Roland Garros. Frédéric, vous êtes... Que vous inspirent ces nouveautés? On bascule dans un monde un petit peu nouveau quand même, hein. Enfin, on le répète quasiment tous les jours. Mais... C'est intéressant parce qu'on voit d'abord la logique d'Amazon est totalement lisible. C'est de la création de contenu. On propose des contenus supplémentaires pour fidéliser des abonnés et pour recruter de nouveaux clients. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très classique. Il l'avait déjà fait il y a quelques années en lançant un système de streaming musical pour concurrencer les grandes plateformes. C'est pareil, il y a l'équivalent en musique. Oui. Voilà, donc c'est la même chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir quand même que Amazon, qui est une vraie success story, qui est un mastodonte dans l'univers économique, reste quand même intéressé et même fasciné par la dimension médiatique. Et dans les médias, on peut élargir. Il y a quasiment le sport. Il y a le sport, il y a le cinéma aussi avec MGM. On se souvient qu'il y a quelques années, Jeff Bezos était devenu propriétaire du Washington Post. Ouais, pour le coup, à titre personnel, c'est pas Amazon, mais bon, il y a quand même quelques liens. C'est la même logique. Donc voilà, je trouve que l'opposition entre les GAFA et les médias, finalement, dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années. Hein, j'ai l'impression que là, on a plutôt une forme de convergence, comme si les GAFA, d'une certaine manière, reconnaissaient le pouvoir des médias. Et puis, le deuxième point que m'inspire ce fait d'actualité, c'est que Amazon cherche aussi à s'approprier des emblèmes nationaux. Roland Garros, c'est quand même un élément qui fait partie du patrimoine national. Et des emblèmes nationaux positifs. Comme s'il y avait derrière tout cela aussi une stratégie pour redorer une image qui a été quand même assez mise à mal au cours des dernières années. On se souvient d'une campagne de publicité aussi il y a quelques temps qui faisait la part belle à la diversité, à la promotion sociale. Donc, ils ont besoin de se bâtir une image. Oui. Il me semble que tout ça, à la fois bâtir une image et puis une image positive. Et le sport, globalement, c'est souvent associé à des valeurs assez positives. Le super épicier Amazon, qui malgré toute sa puissance a envie quand même un peu de glamour, avec le cinéma, avec le tennis, vous voyez ça comme ça aussi? Oui, même si je vois ça de manière plus économique, comme une sorte de trou noir, il y a une taille critique et désormais il attire tout ce qui tourne autour de lui, autour de il avale tout. Et d'ailleurs, jusqu'où ça va s'arrêter? C'est un peu jusqu'où est-ce que la galaxie Amazon va grandir? On peut se demander. En Chine, Alibaba il y a eu un coup de frein à un moment. Les autorités politiques ont dit c'est suffisamment gros, ou tout du moins on veut garder un peu le contrôle. Est-ce que là, il n'y aura pas un peu la même chose à un moment? Parce que ça devient un acteur des médias désormais. Enfin, c'est en train de vraiment devenir hégémonique, cette galaxie Amazon. Alors, est-ce qu'il y aura un coup de frein à un moment? C'est intéressant à suivre. Je vois toujours cette photo, on voit Jeff Bezos sur une table seule avec un PC démarrer tout seul, hein, cet épicier qui a cette intuition géniale et qui maintenant est à la tête d'un empire. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Mais c'est vrai que cette idée de devenir un peu plus français en s'intégrant dans un événement à la fois international mais très proche de la culture, le French Open. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, se bâtir une image plus française? C'est fort possible, mais en tout cas c'est passionnant à voir. Et vous diriez que ça valorise ou ça dévalorise le monde de l'entertainment, que ça soit... Alors d'un côté, on sent que malgré toute sa puissance, il est quand même fasciné par l'entertainment, donc ça montre que ça a plutôt vocation à le valoriser. Et en même temps, pour être un peu provocateur, caricatural, l'entertainment, ça devient la cafetière, au sens, avant, quand on était un bon client Carrefour, on avait des points, et puis quand on avait plein de points, on avait le droit à une cafetière. Maintenant, on a le droit à des... en étant un petit peu synthétique, le résumé, mais c'est un petit peu ça, c'est la prime fidélité à Amazon, c'est d'avoir les films de James Bond et pouvoir regarder les matchs à Roland Garros. C'est un argument commercial extrêmement fort. Ouais. Donc il l'utilise à plein. Alors cela étant, on aura toujours des matchs sur le service public. Oui. Mais évidemment... C'est les nocturnes, hein, les séances, une dizaine de jours, je crois, de séances de matchs. Il y a une force d'attraction très très forte en proposant cela. Évidemment, c'est une incitation à s'abonner à Amazon ou à rester client d'Amazon qui est très puissante, oui.
Bon, normalement, Roland-Garros, ça revient tous les ans, mais à la fin, c'est Rafael Nadal qui gagne. On verra si... on verra. Ça change pas trop. On verra s'il y a un certain conservatisme de ce côté-là pour ce qui est du résultat final. Allez, tout de suite, notre premier débat. On va s'intéresser aux questions climatiques confrontées aux besoins, notamment aux exigences industrielles. C'était aujourd'hui vendredi l'Assemblée générale annuelle de Total avec, elle était assez anticipée cette Assemblée générale. Il y avait deux éléments importants, effectivement, deux votes importants qui lui donnaient effectivement une saveur un petit peu inhabituelle. D'abord un changement de nom. Alors il n'y a pas une grande surprise, c'est pas un changement de nom Total, c'est le cas de le dire. Total qui devient Total Énergie. Voilà. Donc on n'imaginait pas que ce soit refusé par les actionnaires, mais globalement l'approbation a été quand même assez forte, 99,88%. Donc il n'y a pas de nostalgique dans les actionnaires de Total sur le nom de la marque Total Énergie, pour montrer on n'est pas que du pétrole, on est l'ensemble des énergies et notamment, bien sûr, les renouvelables. Et puis, il y avait, de façon plus inhabituelle, le vote d'une motion sur de validation de la stratégie de Total en matière de changement climatique, ce que les anglo-saxons appellent le Say on Climate. Là, il y avait un petit peu de polémique. On en avait pas mal parlé ici. Quelques investisseurs étaient favorables au vote négatif, en tout cas avaient annoncé qu'ils voteraient contre, notamment Sycomore Asset Management, dont Émeric Préaubert, ici, son patron était venu nous expliquer pourquoi, nous dire que c'était un vote finalement quand même constructif. Bref, là aussi, très large, moins forte que pas 99%. Je regarde 91,88% d'actionnaires de Total ont validé, approuvé la résolution sur la politique climatique du pétrolier, dont certains disaient que ça n'allait pas assez loin, ça n'allait pas assez vite. Les pétroliers en ce moment, ils sont sous pression avec plusieurs actualités cette semaine. Donc il y avait cette assemblée générale aujourd'hui, il y avait les assemblées générales d'Exxon et aux États-Unis, c'était mercredi. Exxon qui s'est vu imposer deux administrateurs qui étaient poussés par des fonds activistes dont ils ne voulaient pas, entre guillemets, donc des administrateurs qui étaient censés les pousser à aller plus vite, plus loin aussi en matière d'action climatique. Un vote sur la prise en compte des émissions de CO2, y compris des clients d'Exxon Mobil, là encore contre l'avis, la recommandation du conseil d'administration. Donc là, ils se sont un petit peu retrouvés dans les cornes, la direction d'Exxon Mobil sur ce sujet mercredi aux États-Unis, puis mercredi également aux Pays-Bas cette fois. Shell a reçu une décision en justice négative, puisqu'un tribunal les a condamnés, contraints, en tout cas, à aller plus loin, là encore, dans la réduction des émissions de CO2, d'appliquer l'ambition globale des accords de Paris, c'est-à-dire le moins 45% d'émissions de CO2 d'ici 2030. Et on sait que 2030, dans l'industrie, a fortiori, on imagine dans l'industrie de l'énergie et du pétrole, c'est quasiment demain. Pour terminer avec l'actualité, aujourd'hui, sur le climat et sur les renouvelables, on a une prise de parole de la ministre, Madame Pompili, en France, qui a présenté un plan pour accélérer les choses en matière d'éolien. Et notamment, cette dépêche d'Europe 1, elle a chargé les préfets qui ont 6 mois pour identifier toutes les zones favorables dans tout le territoire. Donc on va partir de l'ensemble des zones favorables et ensuite voir lesquelles on adresse immédiatement et non pas attendre que les opérateurs d'énergie eux-mêmes fassent ce travail. L'idée étant d'aller plus vite. On sait qu'on veut aussi aller plus vite là où on est très en retard, c'est l'éolien en mer, offshore. Alors voilà, tout ça que je résume, comment accélérer. Alors, il y a l'activisme du point de vue des investisseurs sur les groupes pollueurs, l'action politique, et puis dans tout ça, il y a évidemment l'opinion, dont on sait que ces questions deviennent très présente à l'esprit chez les Français. Vous nous en direz un mot, évidemment. Frédéric, d'abord l'industriel. Bruno, comment vous alors, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si votre assemblée générale a la taille de celle de Total et si vous avez déjà des fonds activistes, en l'espèce, non, mais comment l'industriel que vous êtes, ressent, perçoit cet activisme-là sur les grands groupes dont le métier font qui sont naturellement pollueurs. Je suis très inquiet parce que finalement,
oui, la France est vertueuse en termes d'émissions de CO2. Et d'ailleurs, compte tenu de son mix énergétique. Compte tenu de son mix énergétique, compte tenu également de notre spécialisation. Et finalement, les émissions de CO2, elles sont concentrées aujourd'hui essentiellement sur les cimenteries et sur la sidérurgie. Et on peut s'en sortir par de la technologie. Beaucoup de démarches sont initiées. Moi, j'ai un peu peur d'une forme de suicide par la vertu. Je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas finalement une sorte de complexe, une volonté d'être exemplaire, alors qu'on ne pèse que quelques pourcents des émissions de CO2, alors que nos confrères, nos concurrents ne font pas les mêmes 1%, efforts. La France, globalement, après, il y a les émissions apportées, voilà, mais dans les émissions locales, c'est 1%. Donc, est-ce que ce n'est pas une forme de suicide par la vertu, et est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir notamment à une taxe carbone ? Si on veut équilibrer, si on veut être vertueux, si on veut faire des efforts, ce que je peux comprendre, mais il faut voir que les industriels, eux, ils n'évoluent pas dans un monde franco-français, ils sont dans un monde de compétition internationale. Et donc, si nos confrères n'ont pas les mêmes contraintes, et on le voit bien sur les batteries, on le voit bien dans beaucoup de domaines, la Chine est en retard sur ces points-là, et d'autres pays d'ailleurs ont un travail à faire, on est beaucoup plus avancé, même si on se critique, finalement, produire en France, c'est bon pour la planète aujourd'hui, parce qu'on a déjà beaucoup de normes, parce que nos salariés souhaitent de toute façon que nos process industriels soient les plus vertueux possibles, et nos clients. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Europe, qui ne soit pas forcément punitive, qui puisse être modulée évidemment en fonction des efforts, qui soit reversée d'ailleurs aux pays qui la paieraient s'ils investissent dans des technologies décarbonées. Mais est-ce que là, aujourd'hui, on n'est pas en train de se suicider finalement en voulant montrer l'exemple, ce qui ne changera rien au bilan carbone de la planète et qui finalement va affaiblir encore une industrie française qui est déjà en grande difficulté. Donc moi je pense que ce débat devrait être posé. Sur les majors pétrolières, je montrais que là c'était Total, mais je montrais Exxon, Shell, globalement. Alors elles ne sont pas très très nombreuses, les majors pétrolières, et puis par définition elles ont un impact pour le coup mondial. Bien sûr. Les émissions directes ou indirectes de Total, elles ne se situent pas dans l'Hexagone. Non, mais il ne faut pas nier le phénomène. La demande sociétale très forte, essentielle. Moi je sais que lorsque l'on recrute, finalement on nous demande quelle est notre empreinte carbone, ce que l'on fait pour s'améliorer. On a eu une discussion avec notre CSE il y a quelques jours, c'était justement de diminuer les emballages en bois pour sauver des arbres. Donc c'est vraiment une préoccupation constante et quotidienne, mais je voudrais juste poser le sujet. Est-ce que lorsqu'il y a une mutation de l'industrie, en plus on a besoin d'être protégé. La protection n'est pas toujours souhaitable, bien entendu, c'est une économie libre et qui doit rester concurrentielle, mais quand on a une mue comme on le fait actuellement, eh bien on est plus faible, et je pense qu'il faut être vigilant à ne pas sortir de cette transition énergétique en ayant finalement détruit une grande partie de l'industrie pour des raisons de vertu, alors que les autres ne se l'appliquent pas. Donc je ne croirais qu'à une politique énergétique vraiment ambitieuse, comme le veut Madame Pompili, que s'il y a une taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est complètement aberrant. Aujourd'hui, finalement, on ferme des usines polluantes pour importer du carbone de l'étranger. Mais il y a une réflexion au sein des autorités européennes, effectivement, sur voilà, mais il faut la mener de parallèle. On ne peut pas être vertueux tout seul. Alors, je citais, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui a lui-même, dont le mandat lui-même a été renouvelé aujourd'hui lors de cette Assemblée Générale pour 3 ans. Ce vote sur la résolution climatique, ce résultat est, je pense, la meilleure des réponses aux commentateurs qui prédisaient, qui pour certains même espéraient, dit-il, une rébellion des actionnaires contre l'entreprise et donner la part belle à ceux qui se comportent plus comme des activistes que comme des actionnaires. Donc manifestement, il n'a pas tellement aimé les petites critiques qui ont été émises, même si, je le rappelais, Bric Roberti nous avait rappelé ici qu'il était bien conscient qu'on n'allait pas, quand on s'appelait Total, arrêter le pétrole du jour au lendemain. Ce très fort soutien, nous dit Monsieur Pouyanné, donc ce vote 91,9% en faveur de la stratégie climatique de Total, signifie également pour nous une très grande exigence et un immense engagement, a-t-il dit, et devant permettre, pour terminer, à Total d'être reconnu en 2030 comme une major des énergies vertes. L'opinion, on disait qu'il y a une pression de l'opinion, évidemment. L'opinion est-elle uniforme sur ces sujets, selon vous, Frédéric, et est-elle consciente que c'est pas un claquement de doigts non plus qu'on fait évoluer les choses, a fortiori quand on est industriel? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire sur toutes ces questions-là, la prise de conscience est faite.
On l'a annoncé à plusieurs reprises. Maintenant, c'est fait, c'est acquis. Tout le monde a conscience qu'il y a, en tout cas, une grande majorité de la population qui a un problème ou des problèmes, et que par conséquent, il faut transformer ces comportements, y compris ces comportements individuels, pour tenter d'avoir un effet positif, soit de freiner la dégradation environnementale, et peut-être même d'inverser le phénomène. Le deuxième élément que je trouve très caractéristique dans la période actuelle, qui est une nouveauté, ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, c'est que cet enjeu environnemental reste extrêmement fort, alors même que nous vivons toute une série d'autres crises. En 2008-2010, la crise économique, il y avait déjà eu une prise de conscience autour de 2005-2007. Vous vous souvenez peut-être du film d'Al Gore, la pré-campagne électorale de Nicolas Hulot. Il y avait eu une prise de conscience à ce moment-là. Mais avec la crise économique, l'enjeu environnemental avait été relégué au second plan. Et c'était les préoccupations socio-économiques, de pouvoir d'achat, qui étaient redevenues vraiment très très fortes. Là, on a évidemment l'enjeu sécuritaire qui dépasse tout, l'enjeu économique, la crise économique, l'enjeu sanitaire, évidemment, puisque nous sortons d'une période de confinement, et puis l'inquiétude à l'égard du virus reste encore très élevée, d'ailleurs en dépit de la vaccination. Et puis, cette quatrième crise écologique et environnementale, avec un niveau de préoccupation des Français qui se maintient en dépit des trois autres crises que je viens de citer. Et ça, c'est très caractéristique, et c'est partagé dans des niveaux variables, mais par toutes les catégories de population. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a vu, j'aurais dû le citer, dans cet environnement, il y a eu, je crois que c'est cette semaine aussi, on a le gouvernement a renoncé à l'augmentation d'une taxe sur le gazole, une partie des gazoles, pas tous, je crois, mais enfin bref, c'était prévu, et puis finalement, renoncement, pourquoi ? Voilà, évidemment, on a l'épisode Gilets jaunes en tête. On se dit, a fortiori, les élections, c'est dans un an. Donc, on ne va pas commencer. On parlait de la taxe carbone, on va y revenir aux frontières, qui n'est pas la même. Mais bon, globalement, c'est quand même des taxes qui, mécaniquement, à un moment donné, se retrouvent dans les prix des produits. De toute façon, est-ce qu'il y a cette perception-là que si on lutte efficacement contre le réchauffement climatique, c'est pas impossible qu'il y ait certains, pas tous, je ne suis pas en train de dire que ça va tout augmenter, enfin, j'en sais rien, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur le porte-monnaie? Alors oui, et quand nous le testons, mais alors il y a toute une série de biais, les consommateurs nous disent oui, je suis prêt à payer un petit peu plus cher pour avoir un produit made in France, pour avoir un produit durable, pour avoir un produit, etc., etc. Bon, on sait très bien qu'il y a un décalage. Sauf que quand vous êtes dans les rayons du supermarché, les épiciers, eux, ils savent que entre la réponse qu'on donne 5 centimes. Dans un sondage et puis la réalité, justement, dans le magasin, il y a évidemment un décalage qui est le passage à l'acte. Sur la question de la fiscalité, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est évidemment ça. Il y a à la fois un élément qui tient au passé, la crise des Gilets jaunes vient, pas uniquement, mais c'est un déterminant de cette crise. Là, on l'a rappelé. Et puis évidemment, tous les responsables politiques ont en tête les prochaines échéances politiques. Mais l'opinion publique est en train, d'abord, a pris conscience de la dégradation très forte des comptes publics, avec un niveau de dette qui est inédit, etc. Bon. Ça, c'est perçu. Ah oui, ça c'est perçu. D'accord. Ouais. Ça c'est perçu, mais elle se dit également que on ne pourra pas faire autrement que d'augmenter les impôts pour résoudre cette situation, et elle ne croit pas les pouvoirs publics, notamment le chef de l'État, ou le ministre de l'économie, qui l'ont rappelé à plusieurs reprises, quand ils disent qu'ils n'augmenteront pas la fiscalité. Je pense que c'est leur intérêt politique de ne pas le faire, jusqu'aux élections. Mais donc, il y a un manque de crédit de la parole publique sur ces sujets-là, qui n'arrivent pas à proposer des mesures fiscales qui soient audibles pour résoudre une partie de ce problème. Oui. Mais ce que vous dites, c'est qu'effectivement, l'opinion publique, les Français anticipent une augmentation de la fiscalité, mais plus sur des questions de il va falloir bien rembourser cette dette que pour des questions de il va bien falloir payer, entre guillemets, la transition énergétique.
Absolument. Sur le financement de la transition énergétique, si vous voulez, le produit des impôts supplémentaires serait d'abord affecté à d'autres secteurs, notamment l'apurement des comptes publics, plutôt que la transition écologique. Mais quand on leur demande, évidemment, eux seraient en faveur, et notamment dans le plan de relance, quand on demande les différents éléments qui doivent composer le plan de relance, évidemment, les Français se prononcent en faveur de programmes verts, d'amélioration, etc. Bruno, vous nous disiez, il faut pas oublier de protéger les industriels qui, par ailleurs, sont en pleine mutation. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'eux-mêmes, ils doivent s'adapter au sujet climatique, mais pas que, au sujet technologique, évidemment, dans quasiment tous les métiers. Vous appelez à cette... Il y a quasiment un consensus sur le fait qu'il faut mettre en place une taxe carbone aux frontières, j'ai l'impression. Là encore, cette taxe carbone aux frontières, le jour où elle s'applique, elle se répercute forcément sur les prix ? Est-ce qu'on la sent forcément ? Alors, elle ne se répercutera pas forcément, puisque est-ce que la concurrence va quand même... Souvent, la concurrence fait qu'on rogne sur ses marges, mais je suis opposé au protectionnisme. Honnêtement, moi, j'exporte à 90%, donc la Chine est un marché fabuleux. Je vends partout à travers le monde mes machines, donc je souhaite que le commerce mondial se développe et prospère, mais je constate tout de même un déséquilibre qui doit être traité, et tout ça de manière temporaire, sans doute, de manière à inciter nos partenaires à faire des efforts. Sinon, une grande partie de l'industrie, celle qui émet du CO2, va être délocalisée, elle ne reviendra pas, et derrière, on va se retrouver avec une désindustrialisation dont on connaît les effets. Donc, c'est pas du protectionnisme qui pour essayer de rester d'un point de vue économique une externalité dans un statu quo, mais il faut absolument compenser un biais concernant les normes, concernant les régulations, et je pense que c'est quelque chose de vertueux qui peut emmener nos partenaires d'ailleurs vers des produits décarbonés et suivre donc une taxe carbone offensive et non pas défensive. C'est vraiment l'idée, c'est d'inciter Américains et Asiatiques notamment à suivre la même voie que la France. Et puis peut-être, si vous me permettez un petit mot sur les éoliennes, moi il y a quelque chose qui me préoccupe, qui est en dehors de ma compétence d'industriel, mais je trouve absolument aberrant qu'on veuille mettre des éoliennes un peu partout, et notamment, je pense au site de la montagne Sainte-Victoire, par exemple, près de Aix. Qui peut avoir l'idée de mettre des éoliennes dans un site pareil ? Enfin, je trouve que c'est un enlaidissement. Alors, il n'est pas directement sur la montagne Sainte-Victoire. Bien sûr, mais enfin, la perspective va être altérée. On est dans un pays qui a, dans sa culture, ses paysages, je crois. Ses paysages, son art de vivre. La beauté intrinsèque du pays est quelque chose auquel on tient. Voir ces éoliennes partout. Et c'est économiquement... on est un pays de tourisme, effectivement. Je crois on est un pays de tourisme. La ministre rappelait que les Allemands ont beaucoup plus d'éoliennes. Donc, c'est moins un pays de tourisme que la France. On aurait pu lui rappeler ça. Même s'il y a des paysages formidables, des très beaux endroits. Mais je trouve que c'est une vraie question qui devrait être dans la balance économique, de voir quel prix on est prêt à mettre pour garder des paysages et des endroits harmonieux. Je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi pris en compte. Et ça me fait un petit peu peur. On le voit d'ailleurs à Paris avec d'autres thèmes. La beauté, l'esthétique sont des critères qui doivent être pris en compte dans les choix politiques. Et qui de fait ont une valeur économique quand on aspire à être une destination de tourisme. Que sait-on précisément sur la perception, notamment la question des éoliennes les Français, ils veulent des éoliennes quand ils les ont pas sous les yeux, quoi. C'est ça qu'on peut dire, not in my backyard, comme disent les anglo-saxons. Oui, ça c'est une réalité. Mais d'abord, c'est un sujet qui est en train d'émerger dans l'opinion publique. Et on le voit bien là, dans les élections régionales, on a plusieurs... Il paraît qu'il y a beaucoup de campagnes autour de... Exactement, qui s'en saisissent. Donc, quand des candidats, quand des hommes politiques se saisissent d'un sujet, ça signifie que la population est sans doute en attente de tout ça. Il y a aussi beaucoup d'associations locales qui s'organisent et qui commandent des études. On voit que au niveau local, l'opinion publique peut être partagée sur ces différents sujets. En revanche, il y a quand même la reconnaissance très très large de toutes les externalités négatives qu'on connaît en termes, vous l'avez dit, de nuisances visuelles. Évidemment, c'est une dégradation du paysage sonore, de dévalorisation aussi du patrimoine immobilier à proximité. Et puis surtout au niveau
au niveau local, ça crée de vraies tensions, parfois des conflits de voisinage assez âpres sur le terrain. Donc voilà, il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi qu'on n'est pas totalement convaincu de l'impact positif au plan écologique de ces dispositifs. D'abord, les matériaux de construction eux-mêmes ne sont pas totalement verts. On a vu aussi, on commence à le voir d'ailleurs, qu'il y a des nouvelles générations d'éoliennes sans pales, avec des formes de turbines plus petites, qui s'intègrent beaucoup plus facilement dans l'environnement. Donc on peut se dire aussi quel est l'intérêt de dégrader des paysages, d'implanter des éoliennes avec une grande dimension, quand dans quelques années, peut-être, on aura des technologies plus acceptables par l'opinion publique. En même temps, on a des lignes électriques haute tension qui embellissent pas le paysage, même si globalement la tendance est à l'enfouissement. Mais on peut pas tout, on peut pas tout faire. Donc, si je me fais un peu l'avocat du diable là, pour le coup par rapport à vous, Bruno, et puis au sentiment dont vous faisiez écho, Frédéric, c'est bon. À un moment donné, il faut, parce qu'on dit, alors on va pas les mettre sur terre, on va les mettre en mer. Je suis très favorable aussi aux éoliens en mer. Et puis vous avez les pêcheurs qui disent c'est une catastrophe pour les coquilles Saint-Jacques. Comment, c'est pour ça que je disais comment, dans le titre comment accélérer, à un moment donné, il faut quand même que peut-être les pouvoirs publics prennent des décisions un peu fortes, non ? Il y a peut-être il y a un mot qu'on n'a pas cité dans cet échange, c'est le mot du nucléaire. Est-ce que le nucléaire a dit son dernier mot ? Les EPR, on se moque du délai à Flamanville, mais enfin ça c'est en train de fonctionner, ça fonctionne déjà dans d'autres pays. Et donc, ça fonctionne en Chine. Est-ce qu'il ne faut pas avoir justement une concentration de nuisances à un endroit donné ? Tout ça géré, piloté, suivi, organisé, plutôt que d'en mettre partout, qui ne fonctionnera pas bien et qui va finalement dénaturer notre pays. Et ça, c'est une valeur supérieure même, je dirais. Garder un pays qui soit esthétique et beau, c'est une valeur supérieure, c'est notre culture. Moi, j'ai pas envie de vivre, j'aime beaucoup les zones industrielles et il y a des très belles usines, mais, et je mettrais bien une éolienne dans une zone industrielle. Il y a des lieux qui s'y prêtent, mais dans des paysages traditionnels, français, c'est un vrai débat qui n'est pas assez posé, je pense. Le problème, c'est que les éoliennes, il faut les mettre où il y a du vent, donc effectivement, c'est quand même souvent où il n'y a rien d'autre. Alors, pensons EPR et pensons taxe carbone, parce que c'est deux outils, je pense, importants dans cette politique environnementale, et ça, Barbara Pompili n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on a pour clore temporairement le sujet à propos du nucléaire, la série là, qui est passée hier soir et demain la semaine prochaine sur M6, la Tchernobyl, même moi qui suis pro-nucléaire, ça refroidit un petit peu. On se dit heureusement, voilà, on est un pays quand même un peu plus sérieux que la fin de l'Union soviétique, en 86, où c'était quand même déjà un pays qui était quasiment en ruine. Donc de fait, on voit bien que c'était pas du tout suivi et entretenu. Heureusement, on n'en est pas là. Il n'y a jamais eu d'accident de ce type chez nous. On sent des mouvements d'opinion sur le nucléaire, Frédéric ? Alors, nous, on a toute une série de baromètres sur les énergies renouvelables. C'est quand même un sujet qui est bien traité. Évidemment, les ENR ont très bonne presse, ont une opinion extrêmement favorable, quelle qu'elle soit d'ailleurs, le solaire, l'éolien, etc. Il y a une petite hiérarchie entre tout ça. Le nucléaire est plutôt en milieu de tableau. Évidemment, on sait que c'est très clivant, mais depuis 1 an ou 2, on a une petite remontée quand même de l'image du nucléaire. Une confiance, alors qui n'a rien à voir avec celle des ENR, mais c'est vraiment des problématiques d'image dont on parle, et qui est meilleure que des énergies traditionnelles, comme le charbon, par exemple. Donc, dans la hiérarchie des énergies, on est plutôt au milieu. Les énergies vertes nouvelles sont extrêmement bien vues. Il y a un effet quand même aussi d'engouement vis-à-vis de tout ça. L'opinion publique n'est absolument pas spécialiste au plan technique, évidemment. Non, parce que je sais que les sondages montrent qu'effectivement, beaucoup de gens pensent que le nucléaire est très émetteur de CO2. Donc voilà, c'est très pollueur. Après, il y a d'autres sujets avec le nucléaire, évidemment. C'est pas totalement idéal, mais en l'occurrence, sur ce sujet des émissions de CO2, mais on voit que les choses sont quand même un peu en train de bouger, qu'il y a un petit regain positif pour le nucléaire. Alors, c'est pas une image qui est exceptionnelle. Est-ce que vous pensez que ce thème peut être un petit peu présent dans la campagne à venir, dans l'année qui vient, avant la présidentielle, ou est-ce que... évidemment. Je pense qu'il sera. Il le sera. Oui, il le sera. On dit souvent l'économie, jamais. Là, on va être beaucoup sécurité, machin, blabla, immigration, mais quand même... Il l'avait beaucoup pété en 2012, vous vous souvenez, avec l'engagement de François Hollande, etc. Qu'Emmanuel Macron a finalisé, d'ailleurs, sur Fessenheim. On sait que c'est un thème de campagne.
qui est important. On voit aussi la montée du vote écologiste. Hein. Donc il va y avoir des prises de position de part et d'autre sur ce sujet-là, et à n'en pas douter, ce sera... Voilà. Espérons que ce sera l'occasion de faire aussi preuve de pédagogie des deux côtés, et d'essayer d'arriver, plus on est consensuel, mieux c'est. On marque une très courte pause, si vous le voulez bien, on se retrouve dans un instant. On va parler, alors une spécificité française, c'était le nucléaire, une autre passion française, c'est l'immobilier. On va parler de l'immobilier juste après. Retour dans l'AIT Smart. Merci de rester avec nous. On va parler du marché immobilier tout de suite dans cette seconde partie de l'émission. J'ai appelé le débat pourquoi les Français déménagent, parce qu'effectivement on a des niveaux records. Alors déjà les prix, regardez ce papier du Figaro, les prix de l'immobilier n'en finissent plus de grimper en France. Les tarifs notamment des maisons s'envolent en France en général et notamment en Ile-de-France, et ça résiste à Paris. Une petite tendance un peu atypique à Paris, mais c'est en voie de changer. Plus 6,5, c'est la hausse des prix, rien qu'au premier trimestre, la hausse des prix des maisons en France, rien au premier trimestre de cette année. Et les Échos qui complètent, le marché de l'immobilier flambe et bat son record absolu de vente. Donc il y a les prix, il y a le nombre de transactions avec effectivement sur un an, à fin mars, 1,08 million de logements anciens, donc c'est une des catégories. Après en plus il y a du neuf, ont été vendus en France, du jamais vu, nous dit le quotidien, alors que la période a été marquée, voilà, on n'a pas besoin de le rappeler, par plusieurs confinements, compte tenu de cette épidémie, avec là aussi, le tableau de droite, c'est les prix en hausse constante. Si vous regardez l'histogramme, vous ne voyez pas les chiffres, mais vous devinez la tendance. Effectivement, on voit bien quand même qu'elle est ascendante et elle se situe à des niveaux records en pourcentage, donc évidemment complètement record en valeur absolue. Alors là, je m'adresse évidemment à nouveau à celui qui ausculte l'opinion publique que vous êtes, Frédéric, cette passion de l'immobilier, cette envie de changer de logement, c'est pour ça que j'ai appelé ça, cette envie de déménager, pour résumer, elle vient d'où? Est-ce qu'elle s'explique et pourquoi on a encore plus envie de déménager qu'avant? Alors, elle s'explique très, très nettement et sans surprise par le confinement ou les confinements. Quand on pose la question aux Français, on a quand même des proportions importantes de Français qui nous disent avoir réfléchi à acheter, à cause du confinement, un logement avec un jardin, un logement avec une terrasse, un logement en zone rurale, un logement plus grand, dans une autre ville, en bord de mer, à la campagne, etc. Donc le lien est quand même très bien fait. Donc non seulement on s'est senti enfermé, mais en plus on a eu le temps de gamberger. Donc il y a le double effet qui se coule. Disponible, de l'épargne, on en parlait, de l'épargne qui s'est accumulée, donc des projets, et notamment des projets immobiliers qui sont nés à la faveur de ces différentes périodes de confinement. Aujourd'hui, on a 25% des Français qui disent avoir l'intention de déménager. Ça, ce sont des chiffres de mars, 25%. Donc un quart des Français sont plutôt des femmes que des hommes. Évidemment, c'est plutôt des jeunes. Chez les 18-24, on est à 52%. Souvent, on est encore au domicile parental. Oui, donc déménager, ça veut dire s'installer. Donc effectivement, c'est un peu biaisé à cet âge-là, j'imagine. Et puis, il y a la tranche d'âge des primo-accédants. Toutes les études immobilières, on le sait très bien, c'est les 25-34 ans. Alors eux, c'est 1 sur 2 qui a envie de déménager, 47%. Et puis, au-delà de 50 ans, là, on tombe à 12-13% qui ont envie de déménager. Mais quand même, c'est pas totalement dérisoire. C'est pas rien, mais on sait aussi que le taux de propriétaires, en France, on a 57% de propriétaires, il est vraiment beaucoup plus élevé chez les plus de 65 ans. C'est lié aussi au fait, justement, d'être propriétaire ou locataire. Quand on est locataire, on a plus envie de déménager, parce que souvent, on est dans des plus petites... On a vécu les confinements dans des plus petites surfaces ou plus exiguës que les propriétaires. En Ile-de-France et dans les villes de plus de 100 000 habitants, la concentration urbaine, on a encore plus envie de déménager. Et puis, il faut aussi, évidemment, on est dans une logique économique, il faut aussi avoir les moyens pour le faire. Quand on est cadre, profession intermédiaire, on a plus l'intention de déménager que quand on est ouvrier ou employé, parce qu'on a davantage les moyens. Et puis, un dernier point, vers quoi ou vers quel type de zone on a envie d'aller. Je l'ai un peu dit, 20% qui veulent aller vers des zones éloignées des centres urbains, dans un cadre de vie plus vert, plus d'espace, plus de calme. Et ça, c'est vrai. Donc c'est quasiment changer de vie, en fait. Ça va au-delà de juste quelques mètres carrés. C'est effectivement, c'est un projet de vie un petit peu différent et qui a mûri, notamment dans les confinements. Complètement, avec aussi parfois des reconversions professionnelles. Et d'ailleurs, plus on est dans une grande ville,
plus on veut exactement l'inverse, plus on est attiré par parce qu'on n'a pas. D'ailleurs, classique. Il y a sans doute une part de fantasme dans tout ça, dans le retour à la nature, au vert, etc. On a 10% qui veulent aller à l'inverse, donc c'est 2 fois moins, dans une ville plus grande parce qu'ils se sont sentis un peu plus isolés, dans un milieu donc plus citadin, plus dynamique. Donc on voit bien quand même l'impact de la crise sanitaire qui est extrêmement fort. C'est un projet très structurant, l'immobilier, dans la vie des Français. Devenir propriétaire, c'est vraiment un objectif de vie qui est très important. Et on voit bien qu'il se couple avec d'autres projets, notamment le projet professionnel, ou évidemment le projet de construire une famille. Et que l'année dernière, de ce point de vue-là, il y a eu une vraie césure avec la réflexion induite par les différents confinements. Bruno, nous, vous comme moi, on a les catégories où manifestement on n'a plus envie de déménager. Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vos équipes, est-ce que les gens autour de vous, est-ce que vous sentez cette préoccupation? Il y a un élément qui n'a pas été directement cité, mais qui est sous-jacent, je pense, c'est le télétravail. Ouais. Parce que ça change l'équilibre économique. Et on l'avait vu avec la construction des lignes de TGV. Vous aviez des gens qui habitaient à Laval et qui venaient travailler à Paris. Et vous avez, je pense, des choix d'emplacement, de vie, qui vont être modifiés parce que si on peut faire 1 ou 2 journées de télétravail, eh bien on peut habiter plus loin. On peut habiter dans un contexte différent, dans un environnement différent et avoir le meilleur des deux. La métropole où on va venir travailler quelques jours, mais également le lieu plus vert, plus lointain, où on va pouvoir profiter de plus d'espace. Et il y a une telle différence de prix au mètre carré entre Paris intramuros et s'éloigner de quelques dizaines ou centaines de kilomètres que ça change énormément les choses. Donc je pense que le télétravail va changer le calcul économique que font les Français sur leur lieu de résidence. Donc ça nourrit ce mouvement. Que font les entreprises aussi, puisque vous réduisez les surfaces, puisque vous mettez des salariés, il y a davantage de salariés en télétravail. Des nomades, des gens qui vont... Et même dans l'organisation des espaces, on travaille avec beaucoup de foncières immobilières qui pensent beaucoup à tout ça, comment réorganiser l'espace avec ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire des bureaux totalement souples où vous n'avez plus de place attitrée parce que vous venez... si vous venez 2 jours par semaine, c'est sûr qu'on ne va pas vous occuper un bureau rien que pour vous. D'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle des coûts de cloison, des coûts qui sont liés à chaque bureau, donc sans doute un rétrécissement des espaces qui existent actuellement, peut-être dans les sièges. Et puis, il y a des entreprises qui réfléchissent à ouvrir des filiales dans des zones, dans des villes urbaines moyennes pour offrir un niveau de qualité de vie supérieur à leurs salariés et pour en faire un argument de recrutement. On sait que chez les plus jeunes notamment, vous en parliez vous-même, c'est un élément qui est important. Habiter dans un cadre de vie qui est agréable, qui est écologiquement équilibré. Bon, en même temps, dans l'industrie, il faut quand même être là, non? Nous, les usines, effectivement, c'est un vrai sujet parce que le télétravail pour une personne qui est au sein d'une usine, c'est difficile. Même les ingénieurs, ils sont en interaction avec le produit que l'on réalise, avec le réel. Et donc, quelques jours de télétravail sont possibles, mais on veut garder une cohésion d'équipe. Et donc, pour ce qui concerne beaucoup d'industriels, finalement, le télétravail, ce n'est pas le remède miracle. Mais les usines sont généralement à la campagne, donc on a un cadre de vie exceptionnel déjà et on n'a pas de problème. Pas trop de problèmes d'immobilier. Est-ce que vous verriez cette tendance se poursuivre, Frédéric? C'est-à-dire cette courbe là, que je montrais dans le papier des Échos, à la fois le nombre de transactions et les prix. Est-ce que vous tireriez, même sur les deux graphes qu'on voit, la courbe et l'histogramme, vous tireriez la pente comme ça? Oui, alors c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que c'est une question que nous avons posée à plusieurs reprises depuis le premier confinement. La question que j'évoquais sur les réflexions d'achat. Et à l'issue du premier confinement, nous faisions l'hypothèse qu'il y avait eu justement dans cette première période toute une série de réflexions, parfois... Tout le monde s'était un peu excité, fantasmé. Un peu de fantasme, et que justement ces intentions allaient décroître. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc, ce qui a été pensé pendant le confinement s'est traduit en actes après le confinement. Donc, ce n'était pas des projets à la légère, des rêves un peu éthérés. Absolument pas. C'était vraiment de vrais projets, justement, pour ce que vous disiez. D'où les 1,08 million logements anciens qui ont été vendus. Parce que ça correspond à un vrai basculement, un vrai changement de vie dans la vie, justement, des individus et des Français. Donc, on peut s'attendre à ce que tout ça se poursuive un peu. Alors après, il y a quand même un critère économique qui va entrer
en ligne de compte. Évidemment, quand on a des déplacements de population aussi importants, ça fait monter les prix à certains endroits et donc ça déplace les populations vers d'autres zones. L'impact sur l'organisation des grandes métropoles va être aussi intéressante à mesurer. On a bien vu, par exemple, alors toute proportion gardée, mais que New York s'est vidé d'une partie importante de ses habitants qui sont allés dans le New Jersey, dans le Connecticut, etc., pour travailler dans de meilleures conditions de travail, et qui aujourd'hui peinent un peu à faire revenir ces salariés à haut revenu et à fort potentiel de consommation. Donc il y a aussi un enjeu pour les grandes métropoles, parce que ce sont des cadres principalement qui se sont expatriés, si je puis dire, en tout cas, qui se sont déplacés en province pour télétravailler. Alors tout le monde n'a pas des hauts revenus. Les statistiques, les calculs qui convertissent le prix des logements en nombre d'années de mois de salaire, en nombre d'années de salaire, etc., montrent que ça n'arrête pas. Effectivement, c'est même toute proportion gardée par rapport à il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune couple de cadres, même qui gagne correctement sa vie, il est quasiment incapable, sauf avoir une aide parentale, etc., d'acheter un appartement en centre-ville, ou alors éventuellement en s'endettant à 30 ans et encore. C'est-à-dire qu'on a des prix. Est-ce que les Français se disent, OK, j'aimerais bien, mais en fait, c'est trop cher, même si parallèlement, les taux sont à zéro, ce qui aide les choses, mais le prix... Alors, justement, parce qu'on sait bien que c'est un secteur où quand même les perceptions sont extrêmement fortes, et des perceptions fausses peuvent avoir des conséquences concrètes, on le sait bien en économie. Là, la perception globale, c'est que les banques sont plus dures qu'avant, donc avec des dossiers... perception des gens, ce que vous nous dites. D'accord. La perception des Français à l'égard des banques pour les prêts immobiliers. Donc des banques plus dures, avec des conditions d'emprunt drastiques, des délais qui s'allongent pour obtenir des emprunts, et une méconnaissance de la variation des prix et une méconnaissance de la variation des taux. Donc tout ça, ça peut évidemment se combiner pour freiner des acheteurs potentiels qui, d'une certaine manière, s'auto-censurent et se disent « bon, ça ne sert à rien de présenter un dossier à ma banque, même s'il peut être bon par ailleurs, parce que, de toute façon, ce sont des démarches en vain et je ne serai pas retenu. » Donc là, il y a aussi des logiques de communication peut-être à mettre en place par les organismes bancaires pour donner des informations sur l'état des taux, sur l'état des démarches qui soient plus en adéquation avec la réalité. Bruno, vous évoquiez les usines à la campagne tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez que ce mouvement là dont on parle, s'il se prolonge, etc., il peut être durable et puis conduire à une espèce de reconfiguration, on parlait du paysage tout à l'heure, de reconfiguration du territoire. À une époque, voilà, on connaît le Paris, le désert français. Après, c'était quand la phrase a été prononcée, c'était que le début, parce que la désertification, elle s'est largement amplifiée depuis, la désindustrialisation, elle s'est largement amplifiée depuis. Est-ce que vous imaginez que ça puisse conduire à l'inverse, une revitalisation des villes moyennes, l'aménagement du territoire est un sujet majeur et la France a un déséquilibre très clair, et d'ailleurs pour attirer des talents, comme on dit, dans l'industrie, c'était très difficile parce que Ferrières-en-Gâtinais, où je suis, c'est difficile, et là tout d'un coup ça change. On est à 1h30 de Paris, on est à un endroit où on peut faire du télétravail, où on peut trouver un emploi intéressant, tout en ayant le meilleur de la campagne et de la métropole qui n'est pas trop loin. Donc c'est une chance, je pense, pour l'industrie, pour les usines, pour attirer des personnes de talent. Et puis je crois que pour la France, il y avait vraiment un problème parce que l'immobilier prend tellement sur le pouvoir d'achat, on s'enrichit en spéculant sur l'immobilier, enfin c'est malsain. Donc si quelque chose pouvait changer, si on pouvait voir enfin une baisse des... C'est même quasiment la seule manière d'être capable de s'enrichir l'immobilier. Pour les Américains, le modèle c'est Jeff Bezos. Pour nous, c'est quelqu'un qui achète des apparts, qui les loue sur Airbnb et qui fait la culbute en les revendant. Donc c'est quand même pas très sain pour l'économie. Donc si ça permet un rééquilibrage, ce sera une bonne chose pour le pays, pour l'économie et pour le dynamisme du pays. Moi, je suis souvent en Allemagne, on ne parle jamais de Berlin et du désert allemand. Enfin, ça les fait rigoler. Stuttgart est une relativement petite ville. Stuttgart, Düsseldorf n'ont rien à envier à Berlin. Et je pense que c'est un élément de compétitivité. En faveur
parce que vous citiez les grandes villes quand même en Allemagne, même si ce n'est pas la capitale, en faveur de quelques grandes métropoles ou en faveur des villes 10 000, 50 000 habitants, celles qui ont été les victimes, où il y a quasiment, il n'y a plus beaucoup de commerce, où il n'y a pas beaucoup d'activités, il y a des entreprises qui s'en vont. Là, vous imaginez une inversion? Moi, je suis inquiet pour Paris, même. Je vais vous dire, Paris, je sais qu'à titre personnel, j'y vais beaucoup moins. J'y étais très souvent parce que la capitale est devenue inaccessible, parce qu'elle est plutôt sale, parce que le prix de l'immobilier fait qu'avoir un pied-à-terre est inabordable. Et finalement, je vois des villes comme Nantes, je vois des villes comme Bordeaux, comme Grenoble, comme bien d'autres. Des métropoles quand même, métropoles régionales. Voilà, des endroits où on se dit finalement qu'on peut s'y installer, alors qu'avant, on avait vraiment ce complexe par rapport à Paris. Et c'est en train de changer. Je crois qu'il y a un basculement, et c'est assez historique, parce que la France s'est faite autour de Paris. Donc si vraiment ça change dans la durée, ça peut avoir des conséquences importantes en termes d'urbanisme, en termes de compétitivité, je pense aussi, parce que ça permet d'avoir des salaires plus modestes et d'accéder pour autant à des surfaces importantes. C'est de la qualité de vie et à la fin, on y gagne. Votre scénario, Frédéric, vous, par rapport à ça, cette vague de déménagement, ça va être en faveur de 10 grandes métropoles régionales en France, ou plutôt de 150 villes de 50 000 habitants, je ne sais pas si dans 150, bref, de la catégorie en dessous. C'est intéressant parce qu'on voit bien que par rapport aux différentes étapes que vous évoquiez, Paris a été rééquilibré par des métropoles régionales qui maintenant ont même une dimension internationale. Et ça avait commencé avec le TGV, avec aussi beaucoup. Voilà, ça, c'était le défi des années 60 aux années 90, disons. Ça, je pense que cette première étape est derrière nous. Et maintenant, il y a ce rééquilibrage, peut-être, alors sur les zones rurales, évidemment, mais effectivement sur ce que vous citiez, c'est-à-dire les communes qui sont situées entre 20 000 et 100 000 habitants, qui ont un rayonnement départemental ou régional, qui ont été vidées de leur population et qui aujourd'hui redeviennent attractives. On voit bien que ça... Enfin, ce sont quand même des mouvements de fond, tout ça. Oui. C'est lié aux infrastructures, et pas seulement aux infrastructures de transport, parce que les infrastructures de transport font l'attractivité et les déplacements. Infrastructures de transport, ça veut dire donc notre rapport à l'environnement et à l'énergie. On reboucle avec le début du sujet. Surtout que pour des raisons climatiques, il faudrait tous vivre au même endroit, parce qu'en termes d'occupation des sols, etc., donc tout ça est un petit peu contradictoire. Puis évidemment, c'est lié à des raisons économiques. Les grandes métropoles, et Paris, absorbaient la population la plus diplômée parce qu'elles étaient en lien avec l'international, la mondialisation. On voit bien que le Covid et les différents confinements ont mis un terme à cette grande parenthèse de la mondialisation qui a été ouverte après la chute du mur de Berlin, disons, et qui est en train petit à petit de se refermer, pas complètement évidemment, mais on entre dans une nouvelle époque où il va falloir que les responsables politiques, notamment dans le plan de relance, aient une réflexion en termes d'aménagement du territoire qui prenne en compte ces mouvements de fond et puis aussi les aspirations des citoyens et de l'opinion publique. Il nous reste 5 minutes. Tout de suite, je voudrais vous faire réagir à 2 petits sujets d'actualité plus rapidement. C'est l'after. L'after, donc 2 sujets. Tout d'abord, regardez ce commentaire réjoui de notre secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Madame Vidal. Classement thématique de Shanghai, 82 établissements français cités, dont 41 dans le top 100. Une immense fierté de voir nos universités classées parmi les meilleures au monde. La France retrouve de sa superbe à l'international. Donc effectivement, il y a un rebond majeur. Regardez le tableau. Si on prend par exemple la sous-catégorie mathématiques dans ce Shanghai Ranking. Numéro 1, Paris-Saclay Université. Numéro 2, Princeton aux États-Unis. La Sorbonne en 3, Cambridge, puis Oxford, puis Stanford, puis le MIT. Impressionne comme ça, effectivement. Alors, réjouis. Après, c'est aussi le résultat. Il y a eu des regroupements, mais manifestement, ça fonctionne. Bruno, une bonne nouvelle ? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais là, on sait que la France est une forte puissance en mathématiques. On sélectionne nos ingénieurs sur les maths. Donc, évidemment, on a une filière d'excellence. On le sait. Au pays de Descartes, c'est un peu logique. Et puis, vous savez, Polytechnique, la plus grande des grandes écoles, est vraiment
une école où on pratique les maths, et du coup, toute une génération de scientifiques sont sélectionnés sur les maths, et donc on voit ça dans les classements. Et la limite, c'est que Polytechnique, c'était pas grand monde, et que maintenant, il y a des regroupements, donc effectivement... Et maintenant, voilà, on a la taille critique, et donc on apparaît mécaniquement à notre juste place dans les classements, et c'est très important, parce qu'en amont de la mécanique quantique, de beaucoup de choses qui bougent actuellement dans le monde scientifique, il y a beaucoup de maths. Donc on regrette et on critique, souvent à raison, chez les plus jeunes, l'enseignement en France et ses performances comparées internationales, mais au moins dans l'enseignement supérieur et très supérieur, là il y a de bonnes nouvelles. Frédéric, ça vous inspire quoi ? Moi, je pense, comme vous, évidemment que c'est une très bonne nouvelle, c'est bienvenu. Quand on parle de l'enseignement supérieur, depuis quelque temps, on parle de la détresse des étudiants, plutôt... une tonalité assez sombre. On revient à nos histoires de confinement. On parle des défaillances de Parcoursup, ou pire, on parle de ce qui s'est passé à Sciences Po. Voilà. Donc là, c'est une bonne nouvelle, ça nous permet de couvrir ce sujet positivement, et donc il faut s'en réjouir. Oui, allez, maintenant, il faut se préoccuper des classements PISA et TIMSS sur les plus jeunes, de façon à ce qu'effectivement, ces classements de l'enseignement supérieur se poursuivent. Rien à voir. Le plan de relance européen, figurez-vous, on en parle depuis quoi ? Depuis début juillet 2020. C'est là où il a été acté par les 27. Eh bien, ça y est, il a été ratifié par l'ensemble des États membres. La Commission va pouvoir emprunter pour investir dans l'Europe de demain. C'est un jour historique, nous dit ce compte Twitter. Nous déterminons ensemble, entre Européens, en solidarité, notre destin. Très concrètement, ce sont les Autrichiens et les parlements autrichiens et polonais qui, en dernier, viennent de voter définitivement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Bruno, vous attendez l'industriel, là. Il attend l'argent, il attend le chèque. Nous, c'est un peu l'Arlésienne, parce qu'il y a toujours... Ah oui, c'est pour ça que je rappelais la date. Voilà, il y a toujours un décalage entre l'annonce et la réalité. Et puis là, il reste encore du chemin à faire, parce qu'entre les annonces, les déblocages de fonds, l'instruction des dossiers, et que ça arrive jusqu'à des ETI ou des PME, il va y avoir un peu de perte au feu, mais c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. L'Europe existe, l'Europe est positive, elle sert à quelque chose, elle est utile. Donc, mais on attend de voir un peu sur le terrain quand même pour mettre une note à ce plan de relance-là. On se réjouit là aussi, Frédéric, mais on voit que ça prend quand même plus de temps à 27 que quand on est tout seul, comme M. Biden. Enfin, il n'est pas tout seul parce qu'il doit négocier avec son Congrès, donc c'est pas forcément beaucoup plus simple, mais quand même. Oui, mais c'est un point qui est très intéressant quand on regarde les études. Il y a notamment l'Eurobaromètre au niveau européen. Ce fait, l'année dernière, avait été vraiment d'abord identifié par l'opinion publique. Il y a beaucoup de choses en Europe qui ne sont pas identifiées, même la majorité d'entre elles. Ça avait été identifié et ça avait été vu comme une décision positive, d'ailleurs assez rapide, prise par l'Union européenne, et ça avait eu des effets en termes d'image globale sur la construction européenne. Là, le fait que, effectivement, il s'est écoulé 1 an depuis, ça renforce les travers classiques de, disons, l'association de lenteur, de bureaucratie, qui, dans l'imaginaire collectif, est liée à la construction européenne. Et puis, entre-temps, il y a eu toute une série de difficultés, notamment de coordination, notamment sur la question des vaccins. Donc, évidemment, c'est bien que ça se fasse in fine, mais l'avantage initial s'est un peu affaibli. Voilà. Et puis du coup, pour la première fois, l'Union européenne, directement, en son nom, va emprunter sur les marchés financiers pour ensuite redistribuer une partie de l'argent qui arrivera peut-être un jour jusqu'à des investissements, des commandes chez vous, on l'espère. Bruno, merci à tous les deux. Tiens, à propos d'Europe, cette semaine, la Suisse, après 7 années de négociations, ils ont décidé finalement, on n'y arrive pas, ils sont trop compliqués ces Européens. Alors c'est peut-être les Suisses qui sont compliqués. Mais bref, il n'y a pas de renouvellement d'accord cadre entre l'Union européenne et la Suisse. Dommage. À suivre. Merci à tous les deux. Merci à vous. Très bonne soirée, très bon week-end. On se retrouve lundi.